Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 14 mars. 47 artistes et une centaine d'œuvres. Depuis le 10 mars, Voisin-le-Bretonneux a lancé sa 8e biennale de la sculpture, une exposition pour découvrir tous les styles et les techniques. Serons-nous humains demain? Du 17 au 25 mars, le Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines mêle art et sciences pour se questionner. C'est la 2e édition des rencontres InCité. Et les écoliers trappistes vont partir en Finlande ou presque. La PMSQ organise demain des concerts pédagogiques autour de l'œuvre de Jean Sibelius, un compositeur finlandais. Acrobate, roi mage ou ours, depuis le 10 mars, c'est la 8e édition de la Biennale de la sculpture de Voisin-le-Bretonneux. Près de 100 œuvres sont exposées à la maison de Coville. Une certaine douceur qui mène à la contemplation. Une acrobate suspendue qui regarde un ours en équilibre. Pour sa 8e édition, Voisin-le-Bretonneux a sélectionné 47 artistes venus de toute la France. C'est une biennale qui est ouverte à tout le monde en fait. Ce n'est pas réservé aux Vicinois. Nous avons souhaité l'ouvrir justement il y a quelques années pour pouvoir avoir un plus grand nombre d'œuvres, une plus grande variété et une certaine émulation. Tous les styles, toutes les techniques, du textile au bronze, plus d'une centaine d'œuvres sont exposées à la maison de Coville. C'est beaucoup plus simple d'aller vers des expos de peinture. Il y en a à peu près partout. La sculpture, c'est un art nettement plus méconnu. Donc le fait de faire une biennale, de faire venir à Voisin une quantité d'artistes un peu variées, impressionnantes, voilà, c'est bien parce que les gens vont découvrir des choses qu'ils généralement n'ont pas l'occasion d'aller voir. Un public qui pourra aussi faire connaître son coup de cœur. Un prix sera remis le 25 mars. La Biennale reviendra dans 2 ans. À Elancourt, c'est la photographie qui s'expose. Le club de l'image en boîte a investi la galerie de la ferme du Mousseau. Des passionnés qui se sont penchés sur un thème, la métamorphose. Leur vision est à découvrir jusqu'au 22 avril. Les images sont signées Quentin Lefrère. Métamorphose, un mot simple en apparence. Métamorphose du temps qui passe, de l'objet, de la personne. 17 des adhérents du photoclub Elancourtois se sont prêtés au jeu. On se donne un mot, chacun... on s'essaye, c'est pas toujours évident. Métamorphose, ça nous a paru bien compliqué. Le mot laisse voyager l'esprit, l'imagination, mais c'est toujours un peu compliqué après de remettre des photos fixes dessus. Et on a laissé ça mûrir pendant 1 an à peu près, en faisant des petites réunions de temps en temps. Et puis ça s'est décanté dans l'année dernière. 1 an de travail où l'œil des photographes amateurs et passionnés s'est posé, des clichés singuliers classés par thématique où les éléments attirent l'œil et ressortent au propre comme au figuré. Le principe consistant à remettre en relief, donc à revenir vers l'objet, de l'image à plat, à revenir vers l'objet. Il y a des choses sur ce qu'on constate dans la nature, ce qu'on voit dans la nature simplement, les transformations de matériaux, des choses sur la façon dont des gens ont pu s'approprier des matériaux exotiques. Et puis beaucoup de choses sur les reflets, ça vient assez facilement à l'esprit. 17 points de vue qui donnent à voir ce qui peut échapper à notre œil pour que le regard lui aussi se métamorphose. Rencontre InCité, 2e édition du 17 au 25 mars. Ilonène Masseta, vous êtes à l'origine de ces rencontres et cette année, les arts et les sciences vont chercher à répondre à un thème, humain demain. Ouais. En effet, c'est un thème particulièrement actuel. En fait, les thèmes sont déterminés en général quasiment 2 ans à l'avance, parce qu'il y a tout un travail bibliographique, il y a tout un travail de conception du projet. Mais on ne savait pas qu'on tomberait en plein dans cette vague consacrée notamment à l'intelligence artificielle, même si on ne va pas parler que de ça. Humain demain, c'est pas uniquement l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, le transhumanisme, c'est aussi essayer de définir ce qu'est l'homme aujourd'hui.
Mais c'est vrai qu'on tombe en plein dans le rendu du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Donc c'est assez... Voilà, La réflexion sera peut-être plus poussée que vous auriez pu l'imaginer. C'est surtout l'idée est surtout de pouvoir s'arrêter sur un thème. J'ai l'impression que certainement à travers même les projets artistiques, la programmation, on effleure un certain nombre de thèmes et on a envie à certains moments, et c'est le cas pendant cette grosse semaine, de s'apesantir et de creuser, de donner des outils et de donner à comprendre. Ces rencontres in cité, c'est comme un instrument, un outil de partage du savoir. Et pour partager le savoir, on invite des scientifiques, des artistes. Justement, des scientifiques, des artistes, qu'il n'y a pas que des rendez-vous artistiques, il y en a 7 quand même dans la programmation. Ouais. Mais vous proposez aussi des tables rondes, des cafés des sciences et des projections. Vous allez dans les salles obscures. Ouais, on va dans les salles obscures, notamment en partenariat avec l'UGC SkyWest. Oui, l'idée c'était de pouvoir éclairer une thématique scientifique ou pas, mais en fait d'éclairer une thématique par le regard des scientifiques, des chercheurs, toutes disciplines scientifiques confondues, le regard des artistes et le regard des réalisateurs qui sont eux-mêmes des artistes. Et on voit souvent que les artistes ont parfois anticipé un certain nombre de recherches qui ont lieu aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de confronter ces 3 points de vue. Alors vous avez conçu le programme avec Alexei Greenbaum. Alors il est chercheur au laboratoire philosophie des sciences au CEA de Saclay. On l'écoute, il était l'invité d'un VIP il y a 1 mois. Ce message est le suivant. On ne peut pas vraiment aujourd'hui penser l'humain juste avec de la biologie ou de neurosciences. L'humain se définit par rapport aussi aux objets qui l'entourent, et ces objets sont numériques, informatiques aujourd'hui en grande partie. Il y a des algorithmes partout. L'homme fonctionne dans un monde, dans un contexte. Et pour penser l'humain, il ne suffit pas de penser son corps biologique. Il faut penser aussi sa condition par rapport au numérique. C'est une pensée qu'on retrouve dans l'art, justement. C'est une pensée c'est une pensée qu'on retrouve dans l'art. Enfin, on va le voir dans les différents spectacles. Il y a des approches qui peuvent être des approches sensibles, il y a des approches qui sont des approches intellectuelles. On essaie de comprendre l'homme dans sa globalité, pas uniquement par son cerveau. Et le principe même de l'art, c'est de mettre le corps en avant et de travailler sur ce corps-là. Mais là, en écoutant Alexei Greenbaum, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui pendant 1 an pour concevoir ces rencontres. On a absolument besoin, en tout cas, moi, c'est ce que je défends, d'une caution scientifique. Et Alexei est un spécialiste de l'éthique des nouvelles technologies, un spécialiste de l'information quantique. Et pendant près d'1 an, il m'a guidé tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on se voyait, on faisait un point, on précisait la pensée, il validait ou invalidait certaines de mes intuitions, certaines de mes hypothèses. Et c'est très très agréable de travailler avec, je ne sais pas si on peut dire avec des sachants, en tout cas avec des cherchants et avec des personnes qui se questionnent sur absolument tout. Et leur présence est indispensable. Ce sont souvent des spécialistes. Est-ce qu'il faut chercher aussi à vulgariser cette pensée dans une époque qui nous concerne aussi ? On se rend compte de 2 choses. D'une part, qu'il y a une vraie demande de la part des publics, de la part des citoyens, d'essayer de comprendre un certain nombre de choses dont on parle. On parle tout le temps d'intelligence artificielle, d'hommes augmentés. Mais qu'est-ce que c'est exactement, nous, ce qu'on veut donner ? Ce qu'on veut dire, c'est sortir des débats caricaturaux, blancs et noirs, et donner de la matière. Ça ne veut pas dire qu'au cours de cette semaine, tout sera pensé, tout sera dit, mais en tout cas, on aura donné la principale matière qui permettra ensuite aux spectateurs, qui sont aussi des citoyens, nous sommes également des citoyens, de s'emparer de cette matière et d'avoir tout simplement une réflexion. Voilà, on veut comment redevient-on citoyen, se réempare-t-on de sujets qui pourraient être monopolisés par la science ou par l'industrie des nouvelles technologies. Et découvrir peut-être un certain avant-gardisme, parce que souvent les artistes ou les scientifiques découvrent bien plus tôt. C'est surtout découvrir le présent, en fait, parce qu'il y a un certain nombre de choses dont on va parler qui existent déjà depuis bien longtemps. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous parliez de vulgarisation. 100% des chercheurs, des invités qui seront présents lors de ces rencontres sont des gens qui veulent partager ce savoir-là et qui ont besoin de s'adresser à d'autres personnes que les personnes qu'ils croisent, soit dans les colloques spécialisés ou dans les laboratoires. Ça, c'est très important pour eux. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect science, l'aspect spectacle, parce que vous êtes directeur du Théâtre National de, de Saint-Quentin en Yvelines. Et le spectacle qui ouvre la semaine et la réflexion, c'est Sans objet d'Aurélien Bory, un face-à-face avec un robot. Et avant d'en parler, je vous propose de regarder un extrait.
Alors, c'est une création qui crée une relation entre l'homme et la machine. Mais en regardant les images, je me dis d'une part que c'est un spectacle magnifique, mais vous ne serez pas surpris que je dise ça, et d'autre part qu'il symbolise vraiment notre rapport à la machine, à savoir un rapport de défiance dans un premier temps, et puis un rapport d'apprivoisement mutuel, je sais pas si on peut dire mutuel, mais en tout cas l'objectif, et c'est finalement ce qu'on défend dans ces rencontres in-cité, c'est l'objectif, c'est d'arriver à maîtriser ces technologies, à se les approprier et ne pas être dominé par elles ou à ne pas être perdu dans tout ce qui nous une machine entoure. qui soit une mauvaise image, ça vient de l'industrie automobile. Il y a une petite peur de perte un peu sociétale et tout, donc de remettre ça, d'avoir cette relation, on voit qu'ils font corps avec la machine. Ouais, ils font corps avec la machine, et puis au fur et à mesure du spectacle, cette machine s'humanise. C'est étonnant ce que l'on ressent, c'est-à-dire que la machine a de la sensualité au fur et à mesure que l'humain l'apprivoise et se l'approprie. Cette sorte d'humanisation, il y a un autre spectacle qui la développe, c'est Soft Love. Et là, on parle d'intelligence artificielle, Ouais, ça va encore un peu plus loin. Ouais, c'est une humanisation à l'envers, parce que c'est l'histoire d'une intelligence artificielle, d'un assistant personnel. On va se dire qu'on se projette avec quelques années devant nous. Et cette intelligence artificielle, cet assistant personnel, va s'attacher à sa propriétaire ou à sa maîtresse, je ne sais pas comment il faut la définir. Et nous-mêmes, on va s'attacher à cette intelligence artificielle qui, et ça c'est la fin du spectacle, va devoir être updatée et qui va forcément mourir pour donner naissance à une nouvelle intelligence artificielle. C'est magnifique de la façon dont Frédéric Delias a pris la problématique et le sujet à l'envers. Merci beaucoup Lionel Massetta. Merci à vous. Alors les rencontres in-cité débutent samedi 17 mars et toute la programmation est bien sûr à retrouver sur le site internet du théâtre. Un mot de danse à présent avec la rencontre d'une compagnie yvelinoise, les Melting Urban Crew. Les danseurs ont entre 14 et 17 ans et ils pratiquent le hip-hop. Regardez. 1, 2, 3, 4. On refait. Répéter encore et encore inlassablement. Un quotidien pour ces jeunes Yvelinois. Depuis 4 ans, ils forment le Melting Urban Crew, une compagnie de jeunes danseurs sélectionnés sur audition. Une compagnie récente créée par Aurélie Aldebert, leur chorégraphe et professeur de hip-hop. Anne, le sol, c'est pas bon. Moi, je glisse. Carfouette par terre. Et Éléonore, placement popping, s'il vous plaît. Le tout premier objectif de cette compagnie, c'était de permettre à des jeunes de monter sur scène et de montrer ce qu'ils avaient dans le ventre et ce qu'ils avaient envie de monter sur scène et de partager des scènes vraiment avec d'autres groupes, que ce soit des groupes hip-hop, mais voire aussi s'ouvrir sur d'autres styles de danse comme la danse classique, le moderne, le jazz, le contemporain. 10 jeunes de 14 à 17 ans qui ont fait de la danse un loisir quasi professionnel. 2 à 3 entraînements hebdomadaires et des stages. Ils jonglent leur passion avec leur quotidien de collégiens et lycéens. On s'y fait, là on a des trainings 1h30 technique et 3 heures en compagnie. Heureusement, c'est le samedi les trainings en compagnie, mais c'est assez compliqué parce que justement 17 ans en terminale, j'ai le bac et le travail, voilà. Mais Aurélie nous dit toujours que c'est d'abord l'école et ensuite la danse. Je kiffe toujours en fait parce que je suis très compétitive, donc faire que du loisir, je pense que il me manquerait quelque chose. Donc travailler beaucoup, ça, j'aime bien. De base, moi, la danse, c'est une passion. J'ai envie d'en faire mon métier plus tard. Du coup, pour moi, c'est pas du tout une contrainte. Et de pouvoir entrer dans une compagnie aussi jeune, c'était un rêve de petite fille. Ce samedi, ils passent un nouveau concours, des rendez-vous qu'ils présentent 1 à 2 fois par mois. Cette fois, ils sont aux scènes urbaines du Nicypher. On a fait un concours chorégraphique parce que ça donne un challenge pour les compagnies, mais avant tout, c'est le plaisir de monter sur scène. C'est le plaisir de, voilà, on crée une chorégraphie, on crée un show et on le présente devant la famille, devant les amis. Un petit peu stressée, mais ça va, c'est de l'adrénaline positive. Donc non, là, on est motivés pour donner le meilleur de nous-mêmes et faire kiffer le public en fait. 8 groupes sont en compétition pour la catégorie junior. Les Melting Urban Crew sont les 3e à se présenter sur scène. Pour cette 2e édition, ils terminent 3e. Prochain objectif, la finale de House of Crew Pro le 17 mars prochain, avec dans le viseur le mois de mai les qualifications du Hip Hop International France à Orléans pour tenter de partir à Las Vegas.
Deux nouveaux invités nous ont rejoints en plateau. Marianne Piketty, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de la PMSQ et violoniste. Et Hervé Farge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la PMSQ. Alors on rappelle, c'est l'Association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et votre actualité, c'est des journées de concerts, c'est demain et vendredi, des moments pédagogiques avec les écoliers de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pas trappistes comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Tout à fait. Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a plus des largement, trappistes. il y a des trappistes. Il y a des trappismes, effectivement, donc ça a lieu à la Meurise. Et devant le succès l'an dernier, on a monté donc deux journées successives et on va accueillir en fait 4000 personnes des 12 communes, sauf 2 qui étaient un peu éloignées. Mais voilà, on va avoir donc énormément de monde et c'est très intéressant parce que ça permet aux enfants de découvrir. Et c'est un côté saint-quentinois. On est l'association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin-en-Yvelines et donc c'est un projet excessivement saint-quentinois. Alors Marianne pourra plus parler du côté artistique de ce projet. Voilà. Mais effectivement, on est très très content de cette réussite. On a préparé un dossier très très fourni sur, alors ça va être le concerto de Sibelius, donc effectivement c'est pas Pierre et le Loup, c'est Sibelius, et on a préparé un dossier notamment sur la Finlande, sur le rapprochement entre l'histoire de la Finlande, Sibelius qui a en fait créé un peu l'hymne de la Finlande qui va fêter cette année son centenaire. Son centenaire. En fait, et on en parlera après, on aura donc un événement spécial après pour le concert du samedi. Du samedi, voilà, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Tout à Parce fait. que Marianne, vous allez donc justement jouer le concerto pour violon et orchestre donc de Jean Sibelius. Et il a été créé en 1904. Moi, j'ai vu que c'était une des œuvres les mieux écrites pour le violon. C'est le cas? Alors, j'avais un professeur qui disait que dès qu'on montait sur scène, il fallait considérer que l'œuvre que l'on jouait, c'était la plus belle. Alors, effectivement, il y a des gens qui disent que ce concerto est très beau. Personnellement, j'aime trop la musique dans sa globalité pour mettre de côté un Brahms ou un Beethoven ou un Shostakovich ou un Bartók. Donc, je pense que ça serait... voilà. Ceci dit, Sibelius est peut-être moins connu. Et ce qui me touche et qui montre que ça fait 17 ans qu'on existe et qu'au bout de 17 ans, on peut avoir cette demande parce que c'est pas nous qui sommes allés chercher ces 4000 enfants. Ça représente 8 concerts énorme. en 2 jours. C'est 4 concerts par jour, donc c'est 8 concerts. Et l'idée, c'est vraiment centré sur le concerto de Sibelius. Parce que finalement, maintenant, les enfants, ils arrivent au concert, on leur dit, vous connaissez l'orchestre? Bah oui. Ils connaissent l'orchestre maintenant. Ils vous croisent. Ils connaissent, donc on n'a plus besoin. Donc maintenant, on entraîne l'oreille pour leur faire entrer dans une œuvre ambitieuse, parce que c'est une très belle œuvre, mais c'est une œuvre ambitieuse. Et donc l'idée du pédagogique, c'est de justement ce début, qu'est-ce que ça évoque, ce tapis de corde. Donc vous échangez avec eux, comment ça se passe? L'œuvre est découpée, vous la jouez dans son entier? Alors en fait, l'œuvre est découpée. L'idée, c'est quand même aiguiser l'oreille, parce que pour profiter, comme toute chose, pour profiter d'un bon mets culinaire, et ben si on fait tout mélanger, ça marche pas, et que si on mélange tout, mais qu'on connaît le goût, voilà qu'on a. Donc l'idée, c'est la même chose pour l'oreille, c'est d'avoir développer une oreille analytique qui permet d'avoir un accès à la musique qui est différente. Et ce que l'on sait, c'est qu'on parlait de l'humain, c'est que le cerveau, en fait, chez les enfants, est en plein développement. Et quand on atteint un enfant qui a accès à ça, eh bien, il n'entendra jamais plus la musique comme quelqu'un qui n'a pas eu... Exactement. Donc, l'idée, c'est que oui, le pédagogique est organisé entre des moments où on les fait rentrer vraiment, entendre la clarinette, le dialogue entre clarinette, basson, mais aussi développer un imaginaire, ce tapis sonore, donc la Finlande, et voilà, ce violon qui rentre sur ce tapis sonore, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça pourrait être. Moi-même, j'ai un imaginaire. Donc, je vais leur parler un peu de mon imaginaire. Vous allez donner le vôtre, mais voir voilà, c'est interactif. Ce qui est génial dans la musique classique, qui n'est pas de l'opéra, c'est qu'il n'y a pas de mots. Donc en fait, ils se disent ce qu'ils veulent. Exactement. Ce qu'ils entendent. Exactement. C'est le principe un peu aussi de la PMSQ. Vous mettez en avant la musique classique, qui n'est pas nécessairement un art très accessible à cette tranche d'âge. Tout à fait. Tout à fait. Mais en même temps, à cet âge-là, ils n'ont aucun a priori. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont très très ouverts quand on monte notamment donc nos opéras, parce que là, ils vont écouter un concert. En revanche,
En revanche, là, ils vont chanter. On a 290 enfants en ce moment qui sont en train de travailler sur un projet qui va être donné le 16 juin au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ils découvrent, et en fait, pour eux, ça ne pose aucun problème. Ils n'ont aucun a priori. Et ça, c'est en école élémentaire. Dès qu'on arrive en collège, c'est un peu plus compliqué. Et puis, alors, l'intérêt, c'est que ça se fait à plusieurs, quoi. C'est-à-dire qu'un chœur, c'est pas une succession de voix, un orchestre, et ça, Marianne. C'est justement, voilà. Vous le dites, Hervé, Marianne, vous n'êtes pas seule. Vous serez accompagné de l'ensemble orchestral de la Ville-Dieu, qui est tout jeune, qui a été créé en 2017, si je ne me trompe pas, et qui est dirigé par Julien Masmondé. Voilà. D'être accompagné aussi par plusieurs musiciens. En fait, la PMSQ, c'est un projet excessivement large, mais qui a son sens. Et l'une des choses, c'est qu'on s'est dit, parce que si on est acteur par rapport aux jeunes musiciens, donc on a eu dans l'idée de former un orchestre spécialement pour l'action de la PMSQ, ce qui pour agrandir les possibilités de jouer certaines œuvres. Absolument, et puis aussi pour créer de l'emploi, pour faire un lien entre les solistes beaucoup plus connus. Certaines personnes, les solistes qui sont dans l'ensemble orchestral, nous les retrouverons sur la saison de musique de chambre. Donc tout ça fait un lien. Et tout cela sera à découvrir, parce que malheureusement je vais devoir vous couper, le temps nous prend de court, parce que l'idée, en plus, vous le faites pour les enfants, mais les enfants pourront amener leurs parents au concert, puisque vous le jouez le samedi 17 mars, et le soir, c'est à 20h30. Merci à tous les deux d'être venus en plateau. Donc les concerts de pédagogique, c'est jeudi et vendredi, mais surtout, n'oubliez pas, le rendez-vous à vivre en famille à la Meurize, à Trappes. Et on ouvre à 20h30. Et maintenant, on ouvre une page cinéma. Que voir dans les salles ce week-end? Luc Beaucamp vous donne son coup de cœur, on l'écoute. Alors le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est La forme de l'eau, le très beau et très réussi conte horrifique de Guillermo del Toro, ultra récompensé, Oscar, BAFTA, Golden Globes. Voilà, donc un très beau film, un conte fantastique comme il a l'habitude, après Le labyrinthe de Pan, auquel le film, pour d'une certaine manière, faire référence. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un laboratoire ultra secret, je ne vais pas vous raconter grand-chose, et qui va tomber amoureuse de la forme de l'eau. Et comme le dit Guillermo del Toro, ça résume assez bien son film, l'eau est un élément très puissant, un peu comme l'amour, donc c'est un conte horrifique, mais c'est aussi une fabuleuse histoire d'amour, donc à découvrir dans nos salles cette semaine au Ciné 7. When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. 4 hommes, des unions, des désunions. Christian et François Benhaïm ont créé Brûle nos cœurs insoumis, une épopée chorégraphique sur une partition musicale d'Ibrahim Mahalouf. Extrait. Le bonheur n'est pas toujours là où on le pense, mais il est accessible à tous. Audrey Hakoun, Isabelle Payot et Florence Servan-Schreiber vous proposent de le cultiver en kiffant. Regardez. Bonsoir! Je suis Florence Servan-Schreiber et je suis professeure de bonheur. Professeure avec un E. Je suis Audrey Hakoun et je suis psychothérapeute. La psychologie positive, c'est bon pour tout le monde. Bonjour, je suis Isabelle Payot et je suis danseuse étoile. Non, je déconne, je suis psychologue. Wesh ma gueule! Ensemble, nous avons monté La Fabrique à Kiff. La Fabrique à Kiff, c'est une conférence sur le bonheur. A 3-woman conference. Right.
Un concert maintenant, celui de François Morel, le comédien, chanteur et chroniqueur, rend hommage au musical extrait. François, faire un disque, c'est bien, mais à un moment donné, c'est pas suffisant. T'es gentil, tu fais des mots croisés, d'accord, mais enfin, il faut faire parler de toi, je sais pas, moi. Les rockstars, ça fait des trucs de dingue. Ça descend les escaliers à motocyclette, ça détruit des chambres d'hôtel, ça fait le buzz. Plus tard, je serai pompier, rugbyman ou facteur, derviche ou tourneur. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.